Alors, l'objectif qui est assez original tel qu'il a été conçu, et si cet objectif est tenu sur la durée, il est intéressant, c'est de ne pas se contenter d'une approche qui soit nationale pour une fois, mais d'essayer d'adapter au territoire la mise en place du défi de la transition énergétique, écologique, pour faire évoluer notre région et en faire le modèle de ce à quoi je crois profondément, faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région durable en France et un modèle en Europe. Avant tout, je voudrais commencer par une belle citation que j'aime de Simone Weil, philosophe admirable qui enseignait dans notre région, notamment à la fois sur Lyon ou puis en Velay, qui est une des très belles philosophes qui voit arriver la barbarie du XXe siècle et qui est une des premières à comprendre la nécessité de poser face à cette barbarie l'enracinement. Elle le pose avec cette phrase que j'aime beaucoup, transmettre ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Pourquoi est-ce que c'est une belle phrase? Parce que c'est une phrase qui dit que derrière le défi de l'écologie, il faut arriver à la porter en une adhésion qui soit positive. Et je pense profondément que c'est le défi face auquel nous sommes. Elle comprend profondément qu'on ne réussira pas ce défi de l'écologie sans la porter sur un enracinement et sur, au fond, un réveil de ce qu'est notre continent européen. Elle l'écrit dans les pages les plus sombres de ce qu'est l'histoire de l'Europe au XXe siècle, et elle a cette intuition que l'Europe a un message qu'elle doit continuer à porter. Je le dis parce que je suis profondément convaincu qu'à travers la leçon de Simone Weil, elle dit que l'écologie doit s'écrire de façon positive. Qu'elle ne s'écrit pas avec la dénatalité, avec la désindustrialisation, avec la décroissance, avec l'interdiction, avec les normes, avec les taxes. Que l'écologie doit être quelque chose de plus charnel, qui doit s'écrire avec des projets et qui doit se faire de façon positive. Et une écologie qui doit s'intégrer aussi dans un débat démocratique. Personne ici n'a le moindre doute sur la nécessité de s'emparer de ce sujet, mais il y a bien un espace de débat, et c'est la gloire d'une démocratie, et c'est son honneur, parce qu'il y a des points de vue qui peuvent être différents, qui doivent s'échanger, s'écouter, pour permettre de dégager ensuite une ligne commune pour notre République. Dans ce cadre-là, au sein de notre région, nous sommes assez convaincus qu'Auvergne-Rhône-Alpes peut apporter une tonalité et une spécificité dans une approche française et européenne. La première d'abord, c'est que si on veut réussir l'écologie, il faut travailler ensemble. Vous ne réussirez pas l'écologie avec des normes imposées par un pouvoir public déconnecté du reste de la société civile. Vous ne réussirez pas l'écologie en tournant le dos à la science et au progrès. Nous ne réussirons pas l'écologie si nous le faisons contre nos entreprises ou contre nos agriculteurs. L'écologie doit se construire en commun, en additionnant les forces du public et du privé. Pour moi, c'est la première condition. La deuxième, vous l'avez compris, c'est que je ne crois pas à l'écologie par l'interdiction. Je crois à l'écologie par le projet. Je ne crois pas à l'écologie par la norme, je crois à l'écologie par la réalisation. La troisième chose, c'est qu'il faut une méthode. Et M. Peillon, je sais à quel point vous y êtes attaché. Respecter les élus. Travailler à partir des territoires. Écouter les parlementaires et les exécutifs locaux. Ne pas imposer la mise en place de la transition écologique dans des bureaux à Paris, mais comprendre au contraire qu'une déclinaison territoriale, ce n'est pas quelques pourcentages d'ajustement dans une loi nationale ou des décrets, mais la volonté profondément de laisser la possibilité du terrain de construire eux-mêmes le cadre et en croisant l'approche, comme nous le faisons aujourd'hui, de l'État et de la région. La quatrième chose, c'est qu'il faut un objectif clair, une écologie positive qui s'incarne dans des résultats, et en ciblant pour nous les enjeux les plus importants, en étant capable de hiérarchiser. Et le dernier point, je le dis et je vais essayer de le développer par la suite, ce que j'appelle un patriotisme environnemental, parce que je suis convaincu que dans notre pays, on peut concilier à la fois le fait de défendre à la fois notre planète et de défendre notre pays. Et que nous sommes sans doute un des rares territoires dans le monde où on peut s'adresser à la jeune génération en leur disant « vous pouvez à la fois vouloir faire réussir votre pays et sauver la planète ». Et il est même assez certain qu'en France, vous êtes une des rares générations au monde à pouvoir vous dire que la meilleure façon de sauver la planète, c'est de faire réussir votre pays. Je voudrais maintenant décliner ça en essayant de l'appliquer à l'échelle de notre région. La première chose à partir de laquelle je voudrais commencer, c'est d'abord qu'on se pose en étant conscient de ce qu'est l'état de notre pays. Et c'est la slide suivante. La France est un exemple. C'est bien qu'on se le dise.
Et c'est bien qu'on commence par ça. Si toutes les économies au monde étaient à peu près alignées sur le modèle français, la planète se porterait 1000 fois mieux. Nous sommes un exemple européen et mondial. Et parfois, à force de s'auto-flageller, on finit par l'oublier. La France a une intensité en carbone qui est une des plus basses de l'Europe. Elle a comme seul point de comparaison nos pays scandinaves. La France est une des économies développées au monde qui est les plus décarbonées. Et vous le voyez avec la slide qui est suivante, où vous avez tout en haut l'Inde, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Australie, les États-Unis, et vous avez tout en bas la France. Ce qui signifie, et c'est quand même important de se le dire, qu'on peut d'abord s'appuyer sur un pays qui, en tant que tel, a déjà beaucoup œuvré et a fait beaucoup pour avoir une économie décarbonée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire beaucoup. Ça veut juste dire que c'est bien de ne pas oublier ce dont nous partons. À partir de là, ma conviction, c'est que si on organise les choses correctement, il y a 3 priorités qu'on ne doit jamais oublier, qui sont les plus importantes pour réussir la transition énergétique et environnementale. La première d'abord, c'est reconquérir notre indépendance énergétique. Nous avons fait n'importe quoi. Le premier ennemi du climat en Europe, c'est le charbon. La première chose qui, au cours des dernières années, a contribué à dégrader de façon catastrophique le bilan énergétique et carboné de l'Europe, c'est quand on s'est attaqué à l'énergie nucléaire en écoutant des discours qui étaient très idéologiques et qui ont abouti à rallumer des centrales à charbon. Et la meilleure façon de le faire, c'est que nous, notre région, Christophe, tu es dans la région française, qui est la première région française et européenne productrice d'énergie décarbonée. C'est même notre caractéristique. Et je suis très heureux qu'il y ait eu un changement de tonalité du gouvernement et qu'après la fermeture de Fessenheim, le fait d'avoir repoussé pendant très longtemps le grand carénage, on soit revenu à la volonté de remettre en avant la rénovation de notre énergie nucléaire parce que c'est un atout fondamental. Et dans notre région, Jean, nous croyons à ça et nous croyons qu'on n'oppose pas le nucléaire aux énergies renouvelables puisque nous sommes aussi la première région productrice d'énergie renouvelable. Nous avons ici Laurence qui représente la CNR. Merci Laurence de ta présence. La CNR est une de nos fiertés, productrice d'énergie renouvelable, très importante à travers le travail hydraulique sur notre fleuve du Rhône. Et la fierté de notre région, c'est son premier ADN, c'est notre différence par rapport à d'autres territoires. Première région productrice d'énergie décarbonée. Dans ce cadre-là, Madame la Préfète le sait, nous avons l'ambition de positionner Auvergne-Rhône-Alpes comme étant le premier territoire hydrogène vert de France. 80% des acteurs de la filière sont dans notre région. Nous avons réussi à être la seule région, grâce au travail commun, ce n'est pas notre région qui l'a fait, c'est l'addition de toutes les forces, à remporter le seul appel à projet européen qui ait été affecté directement à une région pour produire de l'hydrogène vert et pour développer la filière. C'est un des très grands enjeux pour nous et nous souhaitons continuer dans cette vocation d'Auvergne-Rhône-Alpes, la région qui produit en France et dans l'Europe les énergies décarbonées. Le deuxième sujet qui vient ensuite est un sujet qui me tient très à cœur, qui est l'incarnation de la vocation de notre région et qui, je le regrette beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, passe totalement dans l'oubli de notre approche. La COP n'incorpore pas les mesures sur les conséquences en émissions de carbone de nos importations. Pas dans les objectifs. Et c'est pour moi une profonde erreur. Aujourd'hui, quelle est la première cause d'émissions de CO2 dans notre pays ? Pas nos voitures, pas nos déchets, pas l'isolation thermique de nos bâtiments. La première cause d'émissions de CO2 en France, ce sont les importations. Les seules importations chinoises représentent plus d'émissions de CO2 que la totalité des émissions de CO2 des ménages. Si on prend par exemple la jeune génération, 20% des émissions de CO2 générées par la jeune génération sont quasiment exclusivement liées aux achats sur les fast fashion et notamment les sites chinois tels que Shine. 20% des émissions de CO2 des jeunes générations. Et donc si on veut agir pour la planète quand on s'occupe d'un pays comme la France, quelle est la première chose à faire? Moins importer et plus produire chez nous. C'est la première chose à faire si on est rationnel et qu'on pose les objectifs environnementaux dans l'ordre. Vous voulez agir pour la planète, la première chose à faire, c'est redresser l'industrie française, arrêter d'importer les produits chinois. C'est la première condition et ça doit être notre premier objectif. Ça tombe bien parce que nous sommes précisément une région, Christophe, qui est une région industrielle et qui est même la première région industrielle de France. On y est très attaché
Je remets le chiffre qui est là, hein. Si vous achetez du textile produit en Asie, vous avez 2 fois plus d'équivalent carbone que si vous achetez du textile qui est produit en France. Donc l'objectif pour nous, et ça doit être le deuxième objectif de notre région, c'est organiser la renaissance industrielle. Arrêter d'importer ailleurs et reconstruire sur notre territoire. Malheureusement, si on est lucide, la quasi-totalité de la baisse des émissions de CO2 de la France au cours des dernières années sont juste dues au fait qu'on a délocalisé. Je vais le dire assez simplement, mais en fait, si vous voulez vraiment arrêter de faire des émissions de carbone, mettez toutes les industries en Chine. Facialement, vous allez remplir tous les objectifs de la COP, mais la réalité, c'est que la planète polluera 1000 fois plus. Et donc, il vaut beaucoup mieux ramener et relocaliser les projets chez nous. Nous nous battons sur ce sujet. Je suis convaincu que c'est la meilleure chose à faire en termes d'environnement. Et nous travaillons d'ailleurs avec notre réseau des CCI, Philippe, pour que nous ayons réussi à atteindre à peu près la moitié des projets de relocalisation de la France l'année dernière qui ont été localisés dans notre région. À ce moment, Christophe, je ne peux évidemment pas, devant toi, esquiver le débat sur zéro artificialisation nette. Tu serais surpris que je ne l'évoque pas. Foncièrement, voilà une belle idée. Et à laquelle nous adhérons tous. Travailler pour faire en sorte que nous puissions mieux gérer les terrains, les zones, ne pas les gaspiller. Il n'y a pas un seul élu ici qui n'adhère pas. La question n'est pas là. La question, c'est quelle méthode? Et la question, c'est comment on le fait. Parce qu'au nom d'une belle idée, on peut commettre beaucoup de folies. Et quand nos compatriotes vont comprendre que des terrains qui sont en zone constructible, quand ils viennent voir leur maire et qu'ils lui demandent « Est-ce que vous pouvez me délivrer le permis de construire de la zone constructible où je suis ?» et que le maire va leur dire « Désolé, mais dans la démocratie française, ça n'est plus moi qui décide et c'est au niveau des services de l'État que maintenant s'arbitre le fonctionnement de votre commune », je ne suis pas sûr et certain que notre démocratie en sorte grandie et qu'on arrive à créer une adhésion autour de la nécessité de s'emparer des thèmes de l'écologie. Plus profondément, pourquoi je suis très dubitatif sur ce texte et pourquoi je pense profondément, Christophe, qu'il faut le remettre sur l'établi. Première raison, le point que je viens d'évoquer. Si nous voulons reconstruire chez nous, il faut tout simplement des terrains pour arrêter de produire en Chine et pouvoir reproduire sur notre territoire. Et vous-même, au gouvernement, vous le portez. Puisque à travers tous les projets de Gigafactory et à travers tous les projets de relocalisation, vous êtes les premiers à plaider pour qu'on puisse à nouveau produire sur le sol français. La deuxième raison pour laquelle je suis foncièrement contre, c'est qu'attention, notre démocratie va mal. Et je sais, monsieur le secrétaire général, à quel point vous êtes attentif à ça et à quel point vous êtes en écoute des parlementaires et des élus locaux. Si vous vous mettez avec un système dans lequel l'administration décide à la place des élus, ça va très mal tourner. Et vous allez avoir des gens qui vont être très mécontents et qui, au lieu de les amener dans une démarche d'adhésion à tout ce que nous devons faire en termes de transition environnementale, vont être foncièrement furieux de voir qu'on a dépossédé notre démocratie locale. Quand moi je le dis, je comprends que vous ne m'écoutiez pas, mais quand 2000 maires de notre région vous disent, Madame la préfète, Monsieur le ministre, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on se repose et qu'on se remette à discuter ensemble, il faut les écouter. Ne pas écouter des maires et des élus locaux dans une démocratie, c'est très dangereux. Et puis la dernière, c'est que personnellement, je ne crois pas à l'écologie par la bureaucratie, je crois à l'écologie positive, enthousiasmante par les projets. Je voudrais juste, quand je regarde les décrets qui sont sortis, mais je sais qu'on a des esprits brillants dans notre pays, mais là quand même, pour classer selon que c'est artificialisé ou non artificialisé, si vous avez un jardin de moins de 2500 m², il ne sera pas artificialisé. Si votre jardin fait plus de 2500 m², il pourra au gré être conçu comme artificialisé ou non artificialisé. Mais pour cela, on va regarder si sur votre jardin, il y a 25% d'arbres ou pas 25% d'arbres. Mon Dieu, au secours! Et dans les jardins publics, si un jardin public fait moins de 2500 m², c'est bon, il sera artificialisé. S'il fait plus de 2500 m², il sera non artificialisé. Au secours, un peu de simplicité si on veut réussir, un peu de pragmatisme, un peu de bon sens. Et donc, pendant qu'on fait ça, on ne s'occupe pas du reste. Et le reste, c'est les importations chinoises. Et donc, nous, on va s'occuper de ces trucs qui sont grotesques avec des normes dans tous les sens. Et on ne va pas s'occuper des containers qui débarquent en entier dans nos ports avec de la production chinoise qui ne respecte aucune des normes environnementales que nous astreignons à nos propres produits. Le troisième pilier que nous souhaitons porter dans notre région, c'est garantir notre souveraineté alimentaire. Nous avons une des agricultures les plus respectueuses de l'environnement. J'ai fait exprès de mettre ces deux photos l'une sur l'autre. Celle du haut, c'est celle de l'Amérique latine. Celle du bas Hervé, c'est celle de l'agriculture savoyarde.
Mais c'est ça que nous devons défendre. Et nous devons comprendre qu'on ne va pas faire avancer l'environnement en torpillant notre agriculture, on va au contraire faire avancer l'environnement en défendant et en mettant en avant notre agriculture. Protéger nos agriculteurs, développer les filières, organiser le renouvellement des générations, protéger ce qui est une chance inouïe dans les modèles agricoles contemporains, le fait que nous ayons une agriculture qui repose sur des exploitations familiales à taille humaine, et assurer enfin la production de produits à qualité inégalée. Pour moi, c'est ces trois piliers qui peuvent créer la différence de notre région et montrer une voie très particulière, qui est celle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et une voie qui est celle d'une écologie positive et qui repose sur l'idée qu'en faisant réussir la France, on sauve la planète. Dans ce cadre-là, nous pouvons montrer le chemin. Et ce chemin, évidemment, s'incarne ensuite dans des réalisations qui sont très concrètes. D'abord, la première, Christophe, c'est que pour les financer, durable, ça veut dire aussi ne pas laisser de dette à nos enfants. Parce que si vous commencez par laisser aux générations qui sont derrière nous des dettes à payer à notre place, il n'y a aucune chance que le modèle soit durable. Eux, à leur tour, auront aussi des défis à relever. Et la première condition, c'est de leur laisser les moyens de le relever. Et de ne pas assommer les jeunes générations de nouvelles dettes, et donc de financer la transition écologique à partir d'une bonne gestion qui permet d'éviter les dépenses de fonctionnement pour remettre l'essentiel sur de l'investissement pour organiser le travail de conversion. Je suis très frappé qu'on n'évoque jamais ce sujet de la question de comment est-ce qu'on finance, et je sais, Christophe, que tu y es attaché. Après, dans notre région, il y a plein de domaines sur lesquels on s'est concentré. Le premier, c'est le transport. J'ai évoqué les mobilités hydrogènes. Nous serons parmi les premières régions à travailler sur la possibilité d'expérimenter des trains hydrogènes. Première région à avoir expérimenté des bus rétrofités, notamment en Auvergne, pour pouvoir circuler en hydrogène et qui ont été expérimentés dans nos vallées savoyardes. Et également avec le développement de nouvelles mobilités. Et nous souhaitons être à la pointe sur la mise en place des TER métropolitains, où, je l'espère, nous aurons les financements qui permettent de le mettre en route. Christophe, tu sais aussi à quel point nous sommes attachés à la mise en place du Lyon-Turin. Quand on est pour l'écologie, c'est une évidence de soutenir le Lyon-Turin. N'importe quel esprit écologique lucide ne peut que rêver d'enlever les camions de nos vallées pour les mettre sur du train et faire en sorte ainsi de porter du fret ferroviaire. Bien évidemment, en lien avec nos différents départements, nous soutenons ce projet et qui est extrêmement important. L'objectif est d'enlever 1 million de camions de nos vallées. C'est un des plus beaux projets européens qu'on puisse porter en ce moment. Deuxième défi, nous sommes le territoire de la montagne. L'objectif est de montrer que nous pouvons avoir une montagne qui soit la première montagne durable d'Europe. Et nous aurons le défi ensemble à réussir des Jeux Olympiques. Je ne veux pas de Jeux Olympiques à la Sochi ou au Pékin. Il faut des Jeux Olympiques qui soient respectueux de l'environnement, qui soient sobres, qui permettent d'inciter à la transition écologique, qui permettent de mettre en place du matériel nouveau, qui permettent d'éviter les accès en voiture et de travailler sur des ascenseurs valléens, qui permettent aussi de travailler sur des nouvelles énergies, par exemple en utilisant l'eau qui descend de nos stations pour produire de l'électricité verte. Et donc on a tout à écrire avec ce formidable défi qui est à faire, de montrer qu'on peut avoir une montagne qui est à la fois belle, préservée, mais qui est aussi vivante. Le troisième défi, c'est l'efficacité énergétique. J'ai bien dit efficacité, je sais que tu partages ces convictions et je souhaite que nous puissions les porter ensemble dans la COP de notre région. On a beaucoup d'entreprises qui sont leaders en la matière, et notamment dans le secteur du bâtiment. Soyons innovants et montrons qu'à travers des solutions, par exemple avec des solutions sur du photovoltaïque, avec des solutions aussi avec des bâtiments à énergie positive, avec des solutions aussi avec de la mini-géothermie, et nous souhaitons être les premiers à l'expérimenter en France, nous puissions avancer. On a réussi à réduire de 20% la consommation de nos lycées en moins d'1 an et demi, et je veux vraiment remercier le travail qui a été fait par les équipes de la région conjointement avec celles de l'État, ce qui montre qu'on peut vraiment réussir à des très belles performances en termes de sobriété énergétique. Et puis enfin, je voudrais le dire, c'est mettre fin à l'enfouissement des déchets. Juste, en quittant ce Matmut Stadium, au lieu de partir à droite, partez à gauche. Pour une fois. Un petit peu d'autodérision. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une rue épouvantable qui est encombrée de déchets partout, avec des poubelles qui regorgent à l'approche du port de la CNR et des déchets qui sont dans la rue emportés par le vent. Et nous, pendant ce temps-là, nous discutons bien tranquillement de la COP et des enjeux environnementaux. Ça, c'est pas possible. Et on ne peut pas continuer comme ça. Parce que la gestion de nos déchets dans notre pays n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous devons nous imposer. Et donc ma conviction, c'est que le premier objectif, c'est de mettre fin à l'enfouissement des déchets. Des déchets qui sont enfouis
Ce sont des déchets qui sont perdus pour la réutilisation. Ce sont des déchets où on lègue aux générations qui viennent des sols qui sont pollués. Et donc l'objectif de notre région, c'est d'être la première à mettre fin 100% à l'enfouissement des déchets. Ça veut dire réutiliser intégralement nos déchets pour pouvoir être dans une logique d'économie circulaire qui reboucle aussi avec ce que je vous ai dit, être une région qui produit et être une région qui protège l'environnement. Jean-Charles. Je voudrais finir avec 2 photos qui résument ce à quoi je crois. Ces 2 photos, alors elles ne sont pas de Savoie, elles sont de Haute-Savoie. Vous avez d'un côté le Mont Blanc et de l'autre côté, vous avez la vallée de l'Arve. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous mettre ces 2 photos? Parce qu'elles résument précisément ce que je pense pouvoir être le défi que notre région doit relever. D'un côté, des paysages magnifiques. Ceux du Mont Blanc, ceux de nos montagnes alpines, ceux de la vallée du Rhône, ceux d'Auvergne, ceux de nos contreforts de l'Ain, de la Drôme. Ces paysages que nous voulons préserver et qui font de notre région, en France, un modèle pour la qualité de son environnement. Et de l'autre côté, vous avez une des industries du décolletage de la vallée de l'Arve qui est en pointe, qui produit avec des taux d'émissions carbonées qui sont à peu près de 70% inférieurs à une production basique chinoise, et qui se battent en ce moment pour sortir les premiers vélos électriques 100% made in France. Cette vallée, Christophe, c'est la seule dans laquelle en France le Conseil d'État a considéré que nous avions réussi, grâce à l'action conjointe des collectivités locales, de la région et de l'État, à améliorer la qualité de l'air. Le seul territoire français dont le Conseil d'État a considéré qu'il avait réussi à améliorer la qualité de l'air. Eh bien, tu as là sous les yeux tout ce à quoi nous croyons dans notre région et que nous voulons faire. À la fois agir pour l'environnement, mais le faire dans un esprit positif, enthousiaste, qui puisse permettre en même temps de développer nos productions, de le faire en reconquérant des parts de marché par rapport aux Chinois, et en faisant à la fois réussir ce qu'est notre région, ce qu'est notre pays, et le faire en inventant ce que doit être l'économie verte de demain. Voilà la façon dont Auvergne-Rhône-Alpes veut contribuer aux objectifs de la COP. Merci à vous. Merci, Monsieur Vauquier.